Bonjour. Dans cette vidéo, on va aborder le cours de la microbiologie, le diagnostic bactériologique. On va essayer ensemble de comprendre ce cours notion par notion. Le diagnostic microbiologique, il a deux approches. On a le diagnostic indirect et le diagnostic direct. Le diagnostic indirect qui est basé sur l'étude des immunoglobulines, c'est-à-dire les anticorps. La détection des anticorps spécifiques de virus, réponse immunitaire de l'individu. Il faut savoir que lorsqu'on va trouver des anticorps dans les liquides biologiques du sujet, prouve que ce sujet est en état d'inflammation ou en réponse immunitaire spécifique. Et le diagnostic direct, qui est l'étude des germes entiers ou antigènes ou acides nucléiques, c'est-à-dire que ce soit l'ADN ou l'ARN. La détection directe de germes ou de ses composants antigènes ou génomes viraux dans les liquides biologiques. Les liquides biologiques peuvent être le sang, les urines et le liquide céphalo-spinal ou cérébro-rachidien. En microscopie, il faut savoir que en général, dans les études microbiologiques, le microbiologiste commence le travail par un examen macroscopique qui est basé sur la couleur, l'odeur du prélèvement et la consistance de l'échantillon. Voilà. Et puis on va commencer l'examen microscopique. Il faut signaler aussi que les microscopes, on a deux types. On a le microscope optique qui est basé sur tout ce qui est tissulaire, c'est-à-dire une étude tissulaire, et électronique, c'est la mise en évidence des ultrastructures. L'étude microscopique, elle contient un examen à l'état frais et ou des examens après la coloration qui sont des colorations grammes et des autres colorations spécifiques dont je vous ai parlé juste après. En état frais, on a l'appréciation de la mobilité des bactéries, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement. C'est-à-dire, on va essayer de savoir si ces bactéries sont mobiles ou non, ils vont faire des mouvements ou non. Et la numération, c'est-à-dire le côté quantitatif, et l'état du leucocyte. Si on va trouver les leucocytes normaux, c'est-à-dire le sujet en état normal, lorsqu'on va trouver des leucocytes altérés, il faut savoir que ce sujet est en état d'inflammation ou en réponse immunitaire spécifique. Les colorations. On a la coloration MGG, c'est la mise en évidence d'une nature de leucocyte. C'est-à-dire, est-ce que ces bactéries sont lymphocytes ou polynucléaires. La coloration différentielle de Gram, elle consiste à effectuer une coloration qui permet de classer les bactéries en deux grands groupes, les bactéries gram positives et les bactéries gram négatives. Il faut savoir aussi que la paroi cellulaire des 6 bactéries gram positives et négatives ont des structures différentes et réagissent différemment à cette coloration. On a aussi une remarque très importante, les résultats corrects de cette coloration est importante pour le processus d'identification des bactéries car les prochaines étapes dépendent de cette classification. Et finalement, on a la coloration différentielle de Zeil-Neelson. Voilà, en microscope est après. Résultat exprimé en leucocytes par millilitre. Voilà le leucocyte altéré en état d'inflammation bactérienne. C'est-à-dire, lorsqu'on va trouver du leucocyte normaux, c'est-à-dire le sujet en état normal. État frais, mobilité de bactéries. État frais sur un microscope à fond noir, c'est la détection des spirochètes, triponèmes et leptospires. La coloration de MGG, c'est la mise en évidence du prélèvement. On va trouver des hématies, lymphocytes, polynucléaires. C'est ce qu'on appelle l'équilibre leucocytaire. La coloration différentielle de Gram, d'abord on va commencer par le principe de cette coloration ou cette technique. Une goutte de bouillon des bactéries
ou hémoculture est étalée ou disposée sur une lame, puis la lame est fixée et colorée par cette coloration et le résultat est observé au microscope. La coloration au violet de gentiane, après la décoloration à l'alcool et la coloration par la fichine. On a les deux groupes de bactéries gram positifs et négatifs. Voilà les grammes négatifs qui est coloré en rose et le positif qui est coloré par le violet. Ça prouve que la première qui est gram positif, elle a fixé la première coloration violet de gentiane, alors que le gramme négatif, elle est décolorée par l'alcool et recolorée par la fuchsine. La seule différence entre ces deux, c'est-à-dire ces deux groupes, c'est la coloration. Euh, Cela revient de la structure des parois de ces deux groupes. La différence de structure de ces parois provoque la différence du coloration. Voilà. Voilà les bacilles gram négatifs. Et coloration différentielle Zell-Nelson. Cette coloration permet l'identification des myobactéries au microscopie. On a la coloration à la fuchsine, décoloration à l'acide sulfurique et à l'alcool et contre-coloration au bleu de méthylène et bacilles acido-alcoolo-résistants en violet. Et aussi, on a la mise en évidence du virus grippal par microscopie électronique. Et donc, on a fini la première étape qui est l'étude microscopique et on va commencer la deuxième étape, l'isolement. L'isolement, cette technique, elle est utilisée pour cultiver toutes les bactéries présentes dans un prélèvement. On a deux types d'isolement. On a l'isolement viral et l'isolement bactérien. On va commencer par l'isolement viral. Il est constitué par trois systèmes cellulaires. Culture cellulaire qui est très importante et très fréquente et très utilisée aussi. Et les œufs de poule embryonnés, on va utiliser cette méthode pour le virus grippal. Et animal, Coxsackie virus. Voilà la culture cellulaire. Les œufs embryonnés. La culture cellulaire, elle a des avantages et des inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Elle dépend de la qualité du prélèvement. Parmi ces inconvénients, c'est la dépendance de la qualité du prélèvement. Garder la viabilité du virus par le milieu de transport, l'acheminement rapide au laboratoire, chaîne de froid, conservation à moins 80 degrés Celsius si l'analyse différée. Aussi, on a la technique, elle est lourde et très coûteuse et certains virus sont non cultivables. Les avantages, on a la mise en évidence des virus infectieux, c'est-à-dire la facilitation de la mise en évidence des virus infectieux, système ouvert, très sensible, permet l'étude de la sensibilité aux antiviraux. Voilà. L'isolement bactérien, milieu inerte solide ou liquide. On a trois milieux. On a de base qu'on appelle le milieu usuel ou rapide, plutôt ordinaire. On a, c'est-à-dire dans ce milieu, les bactéries sont peu ou pas exigeantes. On a le deuxième milieu qui est enrichi par le sang ou plasma ou autre. Les bactéries dans ce milieu, on l'appelle bactéries exigeantes, c'est-à-dire ils exigent le sang et le plasma et autres. Voilà. Le milieu sélectif. Le milieu sélectif permet l'isolement d'une espèce bactérienne tout en inhibant les autres espèces présentes. Parmi les conditions de l'incubation, on a la température. La température, c'est 37 degrés Celsius, c'est la température optimale de l'organisme humain. La durée dépend du germe. L'atmosphère et la tension d'oxygène dépendent du germe. L'aérobiose, l'anaérobiose et le microaérophilie. On a aussi les bactéries cytoparasites obligatoires, Chlamydia, Rickettsia et Coxiella burnetii. Voilà les deux types de milieux. On a le milieu liquide et le milieu solide. On prend l'exemple du milieu LG, de bacilles de Koch.
C'est un milieu de culture semi-défini, solide, faiblement sélectif, employé en microbiologie pour la culture de myobactéries, et notamment des pathologies du complexe Myobacterium tuberculosis, qui est composé de œufs entiers homogénéisés, eau distillée, glycérol, amidon, fécule de pomme de terre par exemple, asparagine, dihydrogénophosphate de potassium, citrate de sodium ou de magnésium, vermalachite et sulfate de magnésium. Je m'excuse du qualité de son. Après l'ézoulement, on va commencer l'identification des bactéries qui se fait par deux techniques. On a la galerie biochimique et aussi on a spectrométrie de masse. On commence par la définition de galerie biochimique. La galerie API, c'est-à-dire l'appareil et procédé d'identification. C'est un ensemble de cupules prêtes à l'emploi permettent l'identification de micro-organismes par la réalisation rapide et facile de tests biochimiques miniaturisés. Les galeries API utilisent plusieurs types de tests. Par exemple, étude de l'utilisation des divers glucides par fermentation ou respiration, production de métabolites. Aussi, on a l'oxanogramme, carbone ou de l'azote, recherche directe des enzymes et rarement une action d'inhibition, c'est-à-dire l'utilisation des inhibiteurs. Il faut savoir aussi que chaque tubule contient des substrats dépendants de la recherche, des milieux de culture traditionnels ou modifiés, additionnés parfois d'un réactif, indicateur de pH ou des ions de fer par exemple, et aussi un substrat de l'enzyme recherché et éventuellement un indicateur de sa synthèse. La deuxième technique, c'est la technologie Maldetov. Elle nécessite des colonies de bactéries, identification en rang d'espèces, comparaison des pics protéiques obtenus avec la banque ou les banques des données, et technique, elle est très rapide, c'est-à-dire elle nécessite quelques minutes. L'antibiogramme. Cette technique permet de classer les bactéries, ce qui guide le médecin dans le choix de l'antibiotique et peut aider au diagnostic. C'est un outil d'aide à la décision thérapeutique. C'est un test biologique de laboratoire qui permet de mesurer la résistance bactérienne en vitro. La détection des antigènes. La détection dans des milieux biologiques, bien sûr la détection des bactéries, au niveau du site infecté ou à distance, les urines par exemple, technique immunochromatographie, on va l'expliquer maintenant. Les exemples, les antigènes de Legionella pneumophila sérogroupe 1 ou pneumocoque dans les urines en cas d'infection pulmonaire. C'est-à-dire en cas d'infection pulmonaire, on va faire une expérience sur les urines. Et en cas de méningite, on va faire une expérience sur le liquide céphalo- ou cérébrospinal par les antigènes pneumocoques. La détection des antigènes par une technique qui s'appelle immunochromatographie. Cette technique, on va l'aborder maintenant. Je vais commencer par sa définition. C'est une technique immunologique très utilisée. Parmi ses avantages, c'est la rapidité et la simplicité de leur utilisation. On va prendre une membrane de nitrocellulose qui est divisée en 3 zones. Voilà. Le principe est basé sur la migration d'un échantillon à travers cette membrane. L'échantillon est disposé sur la première zone qui est composée par un anticorps spécifique contre un des épitopes de l'antigène à détecter. Cet anticorps est marqué alors colloïdal. Après la formation du complexe antigène-anticorps, il migre vers la deuxième zone qui s'appelle la zone de test. Elle est formée par un second anticorps spécifique d'un autre épitope de même antigène. Lorsque le complexe arrive à cette zone, ce sera la formation du complexe anticorps
antigène et deuxième anticorps. Donc la ligne sera colorée dans ce cas et l'échantillon positif au résultat positif. La troisième zone, qui s'appelle zone témoin, capture de l'excès de l'anticorps marqué par un anticorps, plutôt l'antigène marqué par un anticorps spécifique. Voilà la technique immunochromatographique. La détection des antigènes viraux, elles peuvent être par des immunofluorescences, la réaction immunoenzymatique, immunochromatographie et agglutination des particules de latex sensibilisées. On a la technique d'immunofluorescence, c'est le prélèvement nasopharyngé, comme dans la pandémie de Covid, ils ont prélevé par un prélèvement nasopharyngé des virus respiratoires. On fait un prélèvement, après on commence les étapes de cette technique direct ou on prépare une culture. Tout dépend. On suit toutes ces étapes et on fait une incubation et finalement on observe notre échantillon préparé par microscope. Voilà, on a une cellule qui est infectée par un virus. Après l'infection de cette cellule, elle va présenter des antigènes viraux sur sa membrane. Des anticorps arrivent, ce sont des anticorps monoclonaux marqués. Ils vont former un complexe entre les anticorps et les antigènes présentés par la cellule infectée et ils vont provoquer un signal. Immunofluorescence qui est lue par un microscope ultraviolet. Ne pas congeler les prélèvements. La biologie moléculaire. Cette technique, elle se fait par amplification de la cible et le PCR. L'amplification de la cible au niveau du prélèvement avant la détection pour améliorer la sensibilité. Le PCR, c'est la polymérase chaîne réaction. La technique PCR, elle permet de dupliquer en grand nombre une séquence d'ADN ou d'ARN. Cette technique aide à détecter plusieurs pathologies. Polymérase chaîne réaction, le prélèvement, selon le site de réplication, son total sur tube sec au EDTA, qui est considéré comme un anticoagulant, jamais l'héparine, conservation longue période à moins 80 degrés Celsius, virus ARN. PCR classique qui contient 4 étapes successives. On a l'extraction des acides nucléiques, addition du mix amorce, polymérase, enzyme et DNTP. Troisièmement, on a l'amplification thermocycleur, détection des produits amplifiés par 2 méthodes, migration du gel ou hybridation avec sonde spécifique. On va essayer d'expliquer l'amplification et thermocycleur. Voilà, cette étape, elle a 3 sous-étapes. On a la première étape qui dure à peu près 1 minute à 80 degrés Celsius. C'est la dénaturation ou désappareillement des 2 brins de notre acide nucléique, ADN ou ARN. C'est la destruction de liaison entre ces 2 brins par une température très élevée. Donc, chaque brin va se réassocier avec un autre brin complémentaire dès que la température va permettre. La deuxième étape, c'est la phase d'hybridation ou d'appareillement des amorces dans une température thermodynamiquement favorable, environ 54 degrés Celsius, dans la durée de 45 secondes. Dans cette étape, les amorces complètes, c'est-à-dire plutôt les amorces complémentaires, vont s'associer avec les brins correspondants et vont constituer un point de démarrage d'élongation de cet échantillon ou de cette partie d'acide nucléique. La troisième étape, qui s'appelle l'étape d'extension ou d'élongation,
Ces brins est fabriqué à partir de DNTPS, c'est la désoxyribonucléoside triphosphate, 2 minutes à 72 degrés Celsius. À partir d'une seule molécule initiale, on obtient plusieurs copies. Voilà. La détection des produits amplifiés par deux méthodes, la migration sur gel et hybridation avec sonde spécifique. On va commencer par la migration sur gel. Voilà, la migration et l'hybridation avec sonde spécifique. En cas positif, on observe un signal qui prouve l'existence d'une hybridation de la sonde avec le brin. Dans le cas négatif, il n'y a pas de signal, c'est-à-dire il n'existe pas le signal, donc pas d'hybridation, prélèvement négatif. Deuxième technique ou deuxième type de PCR, c'est le PCR en temps réel. La seule différence entre ces deux techniques, le PCR classique et le PCR en temps réel, est l'étape de sonde. C'est-à-dire, on a dans le PCR en temps réel, c'est l'addition de l'amorce polymérase des nucléotides et aussi la sonde, alors que dans le PCR classique, on a quatre étapes. Et la sonde on va la mettre dans la quatrième étape, la détection. Voilà le réel temps, fluorescence, absorption à court onde et de longue onde. Voilà la fluorescence. Dans cette planche, elle va montrer ou prouver c'est-à-dire dans cette graphe, montre ou prouve que le développement ou l'augmentation de nombre de cycles se fait de façon exponentielle. Les cycles d'amplification ou du développement. Parmi les avantages de PCR en temps réel, c'est la réduction du risque de contamination par les produits de PCR, contrairement à la technique de PCR classique. Et donc, pas d'ouverture du tube en post-PCR. Parce que parce qu'on c'est-à-dire on a commencé par l'ajout de sondes dans la première étape. On a aussi l'amélioration de la sensibilité, plus large domaine de linéarité, quantification plus précise et plus rapide surtout. PCR en diagnostic virologique, PCR en diagnostic bactériologique, bactéries non ou difficilement cultivables ou de croissance lente. Dans le cadre d'urgence méningite par exemple, recherche des gènes de résistance aux antibiotiques. On a terminé la technique de PCR et on va commencer le séquençage de l'ADN. Méthode enzymatique de Sanger. Détermination de la séquence de nucléotides adenine, guanine, cytosine, thymine. Composant une portion ou la totalité du génome viral consiste à déterminer l'ordre linéaire des composants d'une macromolécule. Séquençage de l'ADN, recherche des mutations de résistance aux antibiotiques, plutôt aux traitements antiviraux, le VIH, HBV, c'est l'hépatite virale B et CMV. Séquençage plus analyse phylogénétique. L'analyse phylogénétique, c'est l'utilisation des séquences de macromolécules biologiques pour obtenir des informations sur l'histoire évolutive des organismes vivants et notamment sur leur lien de parenté, génotypage des souches. Ce qu'on appelle génotypage. Après les techniques de la biologie moléculaire, on va étudier la sérologie. Avant de commencer cette technique,
Une notion très importante à savoir dit que plasma obtenu par simple centrifugation du sang, c'est-à-dire, donc, on va faire une petite comparaison entre le plasma et le sérum. Le plasma est obtenu par simple centrifugation du sang prélevé dans un tube avec anticoagulant. Il n'y a donc aucune coagulation dans ce tube. Et le sérum, c'est un surnageant obtenu après la coagulation du sang dans un tube sec, c'est-à-dire sans anticoagulant. Voilà la différence entre le plasma et le sérum. Voilà le taux des anticorps dans la primo-infection infectieux et aussi dans l'étape de la réintroduction ou la réintroduction du virus, c'est-à-dire la réactivation et réinfection. Les prélèvements. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit auparavant. Sang total sur tube sec, c'est le sérum. Sang total sur tube avec anticoagulant, plasma. La conservation à 4 degrés, plus 4 degrés Celsius, sinon moins 20 degrés Celsius. Sérologie en bactériologie marginale. Sérologie de la brucellose et sérologie de la syphilis. De la brucellose, c'est la suragglutination de Wright, épreuve de l'antigène tamponné au rose de Bengale. Sérologie de la syphilis, c'est test tryponimique et test non tryponimique. On fait bien sûr la sérologie virologique. Voilà. Parmi les techniques sérologiques, on a la surneutralisation, la séroneutralisation, la réaction de déviation du complément, inhibition de l'hémagglutination, immunofluorescence indirecte, test immunoenzymatique, chimiluminescence, émission de la lumière consécutive à une réaction chimique. Bien sûr, elle peut être manuelle ou automatisée. On va commencer par le test ELISA. Principe général, c'est la recherche des anticorps dans un sérum. On va fixer un antigène sur un support solide, puis de microplaques. Puis on va ajouter le sérum à tester dans cette plaque et on va laver. Un anticorps anti-immunoglobuline humaine est ajouté. Cet anticorps anti-immunoglobuline humaine est couplé à une enzyme. C'est la réaction colorée, densité optique, spectrophotométrie. Le principe de ce test est très facile. Voilà l'expérience. C'est la fixation en rouge, c'est les antigènes virales qui sont fixés sur une plaque solide. L'ajout du sérum qui contient les immunoglobulines, lavage et après on va ajouter un anticorps anti-immunoglobuline humaine qui est couplé à une enzyme. Après on va obtenir une réaction colorée, densité optique spectrophotométrie. Voilà, le test ELISA, parmi ses avantages, il est rapide, automatisable, sensible, spécifique, permet de discriminer entre les immunoglobulines M et les immunoglobulines G. Par cette méthode, on peut faire un diagnostic de l'hépatite A, rubéole et rougeole. On peut trouver les immunoglobulines M, c'est-à-dire les IgM spécifiques au cours des primo-infectieux, au cours des réinfectieux et réactivation, stimulation polyclonale du système immunitaire et persistance. C'est-à-dire lorsque le virus il persiste dans notre organisme. Et maintenant, on va traiter l'avidité des immunoglobulines G. Présence des immunoglobulines M spécifiques, c'est bon, on a parlé de ça. Mesure de l'avidité des immunoglobulines G dans le rubéole et en cas de CMV. Avidité faible en faveur d'une primo-infectieuse.
On va essayer ensemble de définir l'avidité des immunoglobulines G. L'avidité des immunoglobulines G est la force de liaison entre des antigènes multivalentes et les anticorps polyclonaux de classe IgG correspondante. C'est la force de liaison entre les antigènes multivalentes et les anticorps polyclonaux de classe immunoglobuline G correspondante. Chez les patients immunocompétents, la mesure de l'avidité des immunoglobulines G est utilisée comme un examen complémentaire pour aider à dater une infectieuse. Avidité faible en faveur d'une primo-infectieuse. On a aussi une autre technique qui s'appelle Western blot. C'est la confirmation de l'infectieux VIH. Cette technique naît des progrès de la protéomique, de la biologie moléculaire et aussi de l'immunofluorescence. Utilise l'électrophorèse sur gel de la polyacrylamide pour séparer des protéines préalablement dénaturées selon leur taille. C'est-à-dire cette technique, elle sépare selon la taille des protéines qui sont dénaturées auparavant, c'est-à-dire préalablement. Ces protéines sont ensuite transférées depuis le gel sur une membrane typiquement en nitrocellulose, comme on a vu déjà dans les techniques d'immunochromatographie. On a déjà utilisé cette membrane. Ces protéines transférées, elles sont exposées à un anticorps spécifique de la protéine d'intérêt. Il est possible, grâce à cette technique, de détecter la présence d'une protéine dans un tissu, aussi d'évaluer sa taille, sa concentration, les variations de cette concentration, effectuer aussi des comparaisons de concentration entre différents groupes, etc. On a aussi d'autres techniques utilisant des anticorps, permettent la détection des protéines. L'immunohistochimie qui permettent la détection des protéines dans les cellules après la fixation et l'immunohistochimie dans les tissus. Voilà la technique Western blot qui est utilisée dans la confirmation de l'infection VIH. Il faut mémoriser que cette technique nous aide à détecter la présence d'une protéine dans un tissu, d'évaluer sa taille, sa concentration, les variations de cette concentration, effectuer aussi des comparaisons de concentration entre différents groupes. On a aussi une autre technique qui est la dernière normalement, qui s'appelle TROD, test rapide d'orientation diagnostique. Pas besoin d'équipement. Résultats en 30 minutes maximum. Elles sont considérées comme des avantages. Aussi, principe d'immunochromatographie ou immunofiltration sur membrane. Lecture visuelle. Dépistage de l'infectieux AVIH et de l'infectieux AVHC, c'est-à-dire le virus hépatite C ou hépatite C virus. Sensibilité moindre par rapport aux tests classiques et au cours de la phase de séroconversion. Fenêtre sérologique. Le dernier élément est considéré comme un inconvénient. Et voilà, on a terminé le cours. J'espère que vous trouvez ma vidéo utile pour votre révision. À la prochaine. Bye bye.